L'odeur métallique du sang frappa les narines de Mercedes avant même que ses yeux ne distinguent le corps enchevêtré dans les roseaux de la rivière. Chaque fibre de son instinct maternel hurlait au danger, tandis que son estomac se nouait avec cette sensation familière de funeste présage qui la hantait depuis que l'avis de recouvrement était arrivé 6 jours plus tôt. Ses pieds nus hésitèrent au bord de l'eau. Un frisson inexplicable parcourut sa colonne vertébrale, la mettant en alerte. Ce qui gisait à moitié immergé dans l'eau, trouble, allait tout changer. La respiration haletante de Pablo confirma ce que ses entrailles savaient déjà. Ce moment mettrait à l'épreuve chaque instinct de survie qu'elle possédait. Si vous avez déjà ressenti cette terreur glaciale face à un choix impossible, rejoignez notre meute et partagez où naissent les légendes comme celle-ci, car les 7 prochains jours décideraient si la veuve perdrait tout ou découvrirait que le salut arrivait parfois en saignant et inconscient. 6 heures plus tôt, l'aube s'était levée, grise et impitoyable sur les terres de l'oubli, portant avec elle le poids de décisions impossibles. La veuve s'était réveillée au son des gémissements de Rodrigo, le petit de 5 ans prisonnier d'un autre cauchemar où des soldats emmenaient son frère. Ricardo se blottit plus près de son jumeau, leur communication silencieuse criant la terreur partagée qu'aucun des deux ne pouvait vraiment articuler. L'avis de recouvrement gisait, froissé, à côté de leur paillasse, là où elle l'avait laissé tomber la nuit précédente. Ces mots durs brûlaient encore dans sa mémoire. Demande finale de paiement de 18 pièces d'argent, recouvrement dans 7 jours, où un enfant sera sélectionné pour le service royal afin de satisfaire la dette en souffrance. Le parchemin semblait être du poison sous ses doigts, chaque lettre une petite condamnation à mort pour l'unité de sa famille. Carmen avait trouvé la vie la première. Ses compétences en lecture, à 7 ans, étaient à peine suffisantes pour comprendre la menace qu'il représentait. La fillette s'était approchée de Mercedes avec l'expression grave qu'elle portait depuis qu'elle avait appris que les adultes pouvaient mentir sur la protection et la sécurité. « Maman », avait murmuré Carmen, sa petite voix ferme malgré l'ampleur de sa question. « Est-ce que ça veut dire qu'ils vont prendre l'un de nous comme ils ont pris le petit frère de Maria Elena ?» La question avait frappé la mère comme un coup physique. Maria Elena vivait 3 cabanes plus bas sur le sentier envahi par la végétation et son fils de 8 ans avait disparu dans le service royal il y a 18 mois. Ni lettre, ni visite, ni confirmation qu'il était encore en vie. Juste un espace vide là où le rire résonnait autrefois dans leur petite communauté. Pablo était en train de couper du bois derrière leur cabane quand Carmen lui montra la vie. Ses épaules de 9 ans portaient déjà des fardeaux qui auraient dû appartenir à des hommes adultes. Mercedes observait à travers la fenêtre sale comment son fils lisait le document. Son jeune visage vieillissant de plusieurs années en quelques instants à mesure que la compréhension le frappait. Cela me faisait mal de voir Pablo poser sa hache avec une précision forcée. Ses mouvements pour aller au puits et puiser de l'eau étaient mode mécanique, criant un choc trop profond. À son retour, ses yeux vides révélaient la désolation de celui qui entrevoit sa lignée détruite, impuissant, l'âme rongée. « Combien avons-nous » demanda-t-il dans un murmure. Sa voix portait le désespoir pragmatique de celui qui calcule la survie en cuivre et en décisions qui font mal aux tripes. Je vidais nos maigres économies. 3 pièces d'argent, 14 de cuivre, des morceaux de fer, peut-être du pain pour une semaine avec un marchandage féroce. Face à une dette de sang de 18 pièces d'argent, c'était une moquerie froide à l'espoir. Les jumeaux observaient le rituel avec la solennité de petits qui sentaient la catastrophe dans l'air, la pression qui opprime sans en comprendre le venin. Rodrigo s'agrippait à son cheval. Ricardo suçait son pouce trop grand. Il se collait à moi, cherchant un sanctuaire que mon corps ne pouvait offrir, une protection qui s'effondrait. J'ai passé la matinée accroché aux routines, des ancres dans ma tempête, mon esprit dans une marée de calculs impossibles. L'atoll clair et étiré était un écho sourd de provisions diminuantes, un nœud dans ma gorge. Ils mangèrent, sans se plaindre, mais je sentis la vérité amère quand Pablo donna des portions à ses frères, croyant que je ne le voyais pas. Carmen m'aida avec la lessive. La rivière serpentine apportait une odeur de feuilles d'automne et de pluie lointaine. Ses petites mains frottaient nos vêtements. La fillette fredonnait, une habitude de ma grand-mère qui me serrait la gorge. Un poignard de mémoire et de perte. « Maman », dit Carmen, s'arrêtant brusquement pour scruter mon visage. « Tu as peur ?» L'honnêteté et l'instinct protecteur livraient une bataille brutale dans ma poitrine. Un tremblement de terre qui menaçait mes fondations. Mes enfants méritaient la vérité et une étincelle d'espoir fragile comme du cristal. « Oui, ma fille.
admis-je. Mais nous trouverons un chemin. Les familles comme la nôtre le font toujours. La promesse sonnait creux à mes oreilles. Une farce. Mais Carmen hocha la tête avec la foi que les enfants placent en leurs parents pour dissoudre n'importe quel abîme. Cette confiance était une bénédiction et un poids sur mes épaules, me rappelant que 4 vies dépendèrent de ma capacité à forger des solutions là où le vide du néant m'engloutissait. À midi, le désespoir, cette bête sauvage, me poussa à chercher les voisins. J'avalais ma fierté, un goût de cendre, pour demander des prêts que je savais ne jamais pouvoir rembourser. Doña Ramona, qui vivait sur les terres de l'oubli depuis plus longtemps que quiconque, écouta ma supplique avec des yeux compatissants qui offraient du réconfort, mais aucune pièce. « Ma fille, » avait dit la vieille femme d'une voix douce, « si j'avais des pièces d'argent en trop, crois-tu que je vivrais là où les hommes du roi osent à peine s'aventurer ? Nous sommes tous des réfugiés de dettes de sang impayables, des familles brisées par le système qui menace la tienne. » Chaque cabane murmurait la même histoire, des âmes qui avaient tout perdu à la merci de circonstances incontrôlables, grattant leur survie d'une terre que personne ne voulait. Les terres de l'oubli n'étaient pas maudites par la magie, mais par la pauvreté, peuplées par ceux qui trouvaient le bout du monde préférable aux créanciers. Anna Sofia, dont le mari avait succombé à la même épidémie que celui de Mercedes, lui offrit ses dernières pièces de cuivre bien qu'elle eût 3 enfants à nourrir. « Nous, les femmes, devons nous entraider », insista Anna Sofia en pressant la somme dérisoire dans les mains réticentes de Mercedes. « Aujourd'hui, c'est ta famille qui fait face aux soldats. Demain, ce pourrait être la mienne. » Ce geste déchaîna les larmes que Mercedes avait contenues pendant des semaines, lui brûlant les entrailles. Dans un monde où la survie exigeait l'égoïsme, ces familles brisées choisissaient encore la compassion. Leur solidarité offrait une force émotionnelle, même si elle ne résolvait pas la froide arithmétique de sa dette de sang. En rentrant chez elle, alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, Mercedes trouva Pablo en train d'apprendre aux jumeaux à tailler des figurines avec le vieux couteau de leur père. Rodrigo essayait de sculpter un loup, ses petites mains plus enthousiastes qu'habiles, tandis que Ricardo travaillait sur ce qui aurait pu être un cheval ou une vache maigre. « Regarde, maman !» cria Rodrigo avec enthousiasme, brandissant sa création déséquilibrée. Pablo dit que les loups protègent leur famille, quoi qu'il arrive. Cette déclaration innocente frappa Mercedes comme un éclair en pleine poitrine, capturant exactement ce qu'elle avait essayé de faire depuis la mort de son mari, protéger sa meute. Mais contrairement aux loups, elle manquait de crocs et de force surnaturelle pour combattre des ennemis trop grands pour la résistance d'un mortel. Alors que la nuit tombait, Mercedes avait envoyé les enfants ramasser du bois de chauffage, pendant qu'elle tentait d'échafauder un plan pour la semaine impossible. 7 jours pour trouver 18 pièces d'argent, ou perdre l'un de ses petits à un système qui traitait les enfants comme une garantie pour les échecs des adultes. Elle avait essayé d'imaginer quel enfant il choisirait. Pablo, l'aîné, pourrait travailler immédiatement et avait plus de valeur. Carmen possédait la docilité qui rendait les filles utiles comme servantes dans les maisons nobles. Les jumeaux étaient trop petits pour un travail immédiat, mais pouvaient être formés dès leur plus jeune âge à servir sans poser de questions. L'idée de choisir entre eux lui retournait les entrailles. Un nœud de terreur. Comment les autres mères survivaient-elles à ce tourment ? Comment se réveillaient-elles chaque matin, sachant que des officiers viendraient démembrer leur famille avec une autorité légale et une certitude morale aussi impitoyable ? Cette nuit-là, mon corps gisait immobile, mais mes oreilles étaient des antennes vibrantes qui captaient chaque souffle de mes enfants. J'imprimais sur ma peau le son de leur existence, la certitude palpable que pour l'instant ils étaient encore à moi, ancrés à ma protection. Je sentais le doux ronflement de Pablo, une marée tranquille dans l'obscurité, les dernières traces de son enfance gravées dans la relaxation de ses traits que, depuis ma veille, je mémorisais. Carmen murmurait dans ses rêves, un chuchotement qui m'atteignait, tissant sûrement les contes de fées que ma grand-mère leur avait susurrés avant que la maladie ne vole une autre ancre de réconfort de nos vies. Les jumeaux dormaient blottis comme des chiots, un seul nœud de chaleur qui irradiait une défense tangible contre le froid qui transperçait les os et la blessure émotionnelle qui avait façonné leur courte vie. En les voyant, je sentis mon cœur se briser et se reconstruire instantanément en une détermination féroce. C'était comme un séisme interne, la promesse que d'une manière ou d'une autre, je les maintiendrais unis dans ma meute. L'aube n'apporta aucune solution, seulement le craquement intérieur de la certitude. 6 jours à peine se dressaient entre mon présent et l'impensable, l'inévitable. Je me levai avant l'aube, mon corps se mouvant par inertie pour accomplir les tâches qui nous ancraient à la vie. Puiser de l'eau, m'occuper du petit potager, préparer la bouillie avec des ingrédients qui se raréfiaient à chaque cycle de lune.
Les terres de l'oubli sentaient déjà le frisson de l'automne précoce. Les feuilles commencèrent leur passage du vert à l'or, tandis que la brume matinale s'accrochait à la rivière serpentine, la limite vibrante de notre territoire oriental. Les belles matinées étaient une moquerie, chaque aube un compte à rebours qui nous poussait vers l'abîme de la séparation. Mais je m'accrochais tout de même à ces instants de paix, avant que le courant des préoccupations ne m'emporte. Pablo me rejoignit au puits, son visage enfantin déjà gravé du poids des soucis d'un homme. « Maman », sa voix était un murmure qui vibra dans ma poitrine. Et si je me présentais pour le service royal, je suis le plus fort, et les jumeaux ont plus besoin de Carmen que de moi. Cette offre si noble fut un poignard glacé qui me fendit le cœur. 9 ans, et déjà prêt à la collision avec le sacrifice pour protéger ses frères, un instinct de bouclier que j'avais vu chez son père. Accepter aurait été faillir à mon essence de mère. Permettre qu'un morceau de mon âme paie le prix d'une marée de circonstances qui échappaient à tout contrôle. Non, mon fils, lui dis-je, ma voix une encre ferme. Je l'attirai vers moi, sentant sa résistance croissante à mon étreinte maternelle, mais m'accrochant. Nous trouverons un autre chemin où nous affronterons ce qui viendra ensemble. Les familles ne négocient pas leurs enfants comme s'ils étaient des pièces de cuivre. Pablo hocha la tête contre mon épaule et je sentis son soulagement, un souffle chaud de ne pas avoir à être si courageux si tôt. Porter le poids des responsabilités d'adulte à 9 ans était déjà une charge tellurique, sans ajouter le martyre à ses devoirs prématurés. Carmen sortit de la cabane, sa petite main agrippée à la poupée de ma grand-mère, un chiffon décousu qui était son trésor le plus précieux et le dernier cordon qui la liait à la femme qui l'avait élevée. « Maman », dit-elle avec la franchise de ses 7 ans. Anna Sophia a dit que parfois les bonnes choses naissent des endroits terribles. Et si quelque chose de bon était sur le point d'arriver, la foi des enfants, comme une tempête de sable, peut déplacer des montagnes ou pulvériser le cœur selon que la réalité soutient leur espoir. Je choisis de m'accrocher à la possibilité plutôt que d'écraser la lumière de ma fille avec le poids du cynisme adulte. Peut-être, ma fille, peut-être. Mes mains bougeaient, forçant la routine, mais la fausse normalité était un poison dans ma gorge, un poids que personne ne pouvait ignorer. Les jumeaux jouaient en silence, leur exubérance habituelle écrasée par une tension domestique que bien qu'ils ne la comprissent pas, ils sentaient leur serrer la poitrine. Rodrigo construisait des structures complexes avec des bâtons et des pierres, tandis que Ricardo rangeait nos rares biens avec une précision obsessionnelle. Quand je décidai d'aller chercher de l'eau aux pointes habituelles près de la rivière serpentine, le soleil s'était déjà levé pour dissiper la brume matinale. Pablo m'accompagna, portant le grand seau que nous utilisions pour la lessive, tandis que les plus jeunes restaient derrière avec des instructions strictes de rester en vue de la cabane. Le sentier vers la rivière serpentait entre des groupes de jeunes arbres qui avaient poussé à l'état sauvage depuis que les terres de l'oubli avaient été abandonnées par les colons légitimes. La végétation, débordante et enchevêtrée, offrait une excellente couverture pour quiconque souhaitait passer inaperçu, une qualité qui avait attiré des familles fuyant des circonstances impossibles. Cela faisait 3 ans que je parcourais ce sentier 2 fois par jour, depuis que nous avions fui notre ancien foyer, devançant les collecteurs de la dette de sang qui avaient montré moins de patience. Chaque pierre, chaque racine tordue, chaque branche basse m'était aussi familière que les meubles de ma cabane. C'est pourquoi la dissonance me frappa immédiatement. Mes sens s'aiguisèrent. L'air devint lourd, chargé d'un goût métallique qui n'avait rien à faire là. Une perturbation dans la végétation criait la violence, pas la décomposition naturelle. Mes instincts maternels, affûtés par des années à protéger mes enfants dans ce monde dangereux, rugirent une alerte rouge parcourant mes veines avant que mon esprit conscient n'identifie la menace. Pablo le sentit aussi. Ses jeunes épaules se tendirent alors que nous nous approchions de la rive où quelque chose avait clairement très mal tourné. « Maman », murmura-t-il, sa voix portant la même terreur prémonitoire qui nous avait sauvés des collecteurs de la dette de sang à 2 reprises. « Quelque chose est différent. » Nous trouvâmes l'étranger enchevêtré dans les roseaux, comme une poupée cassée, ses vêtements coûteux déchirés et tachés de sang, ses traits aristocratiques détendus par une inconscience qui aurait bien pu être la mort sans la légère montée et descente de sa poitrine. Des blessures fraîches se mêlaient à d'anciennes cicatrices sur la peau visible, peignant un tableau de violence récente, superposé à une vie de danger. Mon premier instinct fut la fuite. Les hommes blessés amenaient des questions, et les questions attirèrent l'attention des autorités que ma famille ne pouvait se permettre. Les collecteurs de la dette de sang étaient déjà assez dangereux, sans ajouter de complications qui pourraient impliquer la justice royale. Des enquêtes criminelles,
ou des conspirations politiques dépassant ma compréhension. Mais Pablo s'approcha du corps inconscient. Son jeune visage étudiait l'étranger avec une intensité inconfortable. « Ah, maman », dit-il à voix basse. Il ressemble à papa quand la fièvre l'a pris pour la première fois, effrayé et blessé, mais luttant toujours. La comparaison frappa Mercedes avec la force d'un coup de poing dans l'estomac. Son mari avait porté cette même expression pendant sa maladie finale, le regard de celui qui s'accroche à la vie avec une volonté de fer, alors que son corps s'effondre. Voir cette vulnérabilité familière sur le visage d'un étranger réveilla en elle un rugissement primordial de protection, un instinct venu des profondeurs de son être. « Nous ne pouvons pas », murmura-t-elle, bien que ses mains se déplaçaient déjà vers l'homme blessé. « Nous n'avons pas les ressources pour nous sauver nous-mêmes, encore moins quelqu'un d'autre. 6 jours, Pablo. Dans 6 jours, ils viendront pour l'un de vous. » La réponse de Pablo révéla une sagesse au-delà de ses années. Papa disait toujours qu'aider les gens était notre façon de rester humains, quand tout le reste essayait de nous transformer en animaux. Et si c'est pour ça que nous sommes ici? Et si c'est le moyen de nous sauver? La logique des enfants révélait souvent des vérités que le raisonnement adulte ignorait. Peut-être que l'univers leur offrait une chance de gagner une protection cosmique en faisant preuve de la compassion qui leur avait déjà tant coûté. Ou peut-être que Pablo s'accrochait simplement à l'espoir dans une situation qui n'en offrait aucun. En étudiant l'étranger plus attentivement, Mercedes remarqua des détails qui suggéraient la noblesse malgré son état actuel. Ses mains, bien que marquées par la lutte, montrèrent la douceur qui vient d'une vie de nourriture et d'abri adéquat. Ses vêtements, sous le sang et les dommages, étaient coupés dans des tissus qu'elle n'avait vus que sur les collecteurs d'impôts et les officiers royaux. L'aider pourrait lui apporter le salut ou la destruction en fonction de forces complètement hors de son contrôle ou de sa compréhension. Mais le laisser mourir détruirait quelque chose d'essentiel dans le cœur de ses enfants. La croyance que la compassion valait la peine d'être pratiquée, même quand elle coûtait tout. « Aide-moi à le sortir de l'eau », décida-t-elle, bien que son estomac se tordît comme un nid de serpent, sachant que ce choix pourrait les entraîner tous dans l'abîme. « Fais attention, ces blessures sont récentes, et le déplacer maladroitement pourrait le tuer. » Extraire l'étranger des roseaux de la rivière nécessita toutes leurs forces combinées. Il était grand, de carrure puissante malgré sa faiblesse actuelle, et un poids mort dans leurs mains inexpérimentées. Pablo se révéla étonnamment fort pour son âge, bien que Mercedes put voir que l'effort lui coûtait beaucoup. La peau de l'homme inconscient brûlait d'une fièvre qui semblait presque surnaturelle dans son intensité. Le toucher provoquait des sensations étranges. Ce n'était pas une simple attirance, bien qu'il fût indéniablement beau, mais une reconnaissance ancestrale, une décharge électrique qui accéléra son pouls avec des forces indomptables. Quelque chose en lui résonnait dans son sang, familier d'une manière qui défiait la logique humaine. Le ramener à la cabane prit 2 fois plus de temps que le trajet jusqu'à la rivière, avec de fréquents arrêts pour se reposer et ajuster leur prise sur son poids considérable. Mercedes se surprit à étudier son visage pendant ces pauses, cherchant des indices sur son identité et les circonstances qui l'avaient conduit à sa porte désespérée. Ses traits criaient la lignée et l'autorité, oui, mais aussi l'abîme d'une tragédie personnelle, si profonde qu'elle avait ciselé des sillons sur son visage, même dans l'inconscience. Ces marques, elle les connaissait. C'étaient les mêmes que la douleur avait gravées sur le mien, les cicatrices de perte que le temps ne pouvait effacer, seulement dissimuler. « Maman », dit Pablo lors d'une pause, sa voix empreinte d'une certitude étrange qui me fit hérisser les poils. Je crois qu'il va tout changer. Ce pressentiment me donna un frisson dans la nuque. Les enfants voyaient souvent des vérités que les adultes manquaient. Si Pablo avait raison, aider cet étranger nous sauverait ou nous détruirait. Le repli n'était plus possible. La gravité nous avait piégés. Arriver à notre cabane exigea des explications pour Carmen et les jumeaux, qui nous virent, Pablo et moi, traîner l'inconscient dans notre foyer. Carmen, sans qu'on lui demande rien, chercha des linges propres et de l'eau. Son aide instinctive s'étendait à quiconque avait clairement besoin de soins. « Il est en train de mourir », murmura Ricardo, sa petite voix empreinte de la même fascination tremblante que la mort avait pour les enfants qui avaient perdu leurs parents. « Non, si nous pouvons l'éviter », répondis-je, bien qu'intérieurement je doutasse que nous ayons les ressources pour sauver quelqu'un dans un état aussi critique. Nos remèdes n'étaient que des herbes de base et des remèdes populaires légués par des générations de femmes qui guérissaient sans formation. Je le plaçai sur mon lit, la seule surface propre et grande, et commençai à évaluer ses blessures.
Des coups d'épée, pensai-je. Les lignes claires parlaient de violence délibérée, pas d'un accident. Quelqu'un avait férocement essayé de le tuer et avait presque réussi. En nettoyant ses blessures, l'ampleur des dégâts devint évidente. Des coupures défensives sur les mains et les avant-bras, des lacérations profondes sur le torse et une grave blessure près de son épaule droite qui avait beaucoup saigné avant de coaguler. Sans aide médicale, l'infection était presque certaine. Pourtant, quelque chose dans ces blessures semblait guérir. Les bords des coupures, qui auraient dû être ouverts, montraient une fermeture qui défiait la normale. Avait-il des capacités de guérison inhabituelles, ou voyais-je ce que je désirais voir au lieu de la dure réalité ? « Maman », dit Carmen à voix basse, s'approchant du lit avec la poupée de sa grand-mère serrée contre sa poitrine. Il a peur, même endormi. Il a peur. Les enfants captent souvent des émotions que les adultes ne voient pas. Leur empathie est dépourvue du cynisme que l'expérience enseigne. En voyant le visage de l'étranger, je compris ma fille. Une tension dans ses yeux et sa bouche qui révélait de l'anxiété, même inconscient. « De quoi a-t-il peur, ma fille ?» demandai-je. Ma voix à peine un soupir, véritablement attirée par la vérité que Carmen voyait. « De perdre des gens », répondit Carmen avec la certitude que seule une fillette de 7 ans possède. « Comme nous avons peur, il a perdu quelqu'un d'important et ça le brûle encore à l'intérieur, comme une braise dans la poitrine qui ne s'éteint jamais. » La clairvoyance de Carmen coupa le souffle à Mercedes. La fillette avait touché une corde sensible, un écho dans sa propre poitrine. Quelle que fût l'histoire de cet homme, il portait en lui des pertes si profondes qu'elles avaient sculpté des cicatrices permanentes dans son âme, le marquant comme la foudre sur un vieil arbre. Cette connexion dans la douleur, cet abîme partagé de chagrin, généra un courant de sympathie qui surpassa le frisson qui l'enveloppait face au danger pratique d'héberger quelqu'un clairement impliqué dans la violence. Pendant le reste de ce premier jour, Mercedes se débattit entre la crudité des blessures de l'étranger et l'insistance des tâches ménagères, un battement constant qui maintenait sa famille à flot. Pablo, sans un gémissement, absorba des responsabilités supplémentaires. Ses mains, petites mais fermes, coupèrent du bois, alimentant le feu qui était leur seul sanctuaire, tandis que Mercedes se plongeait dans les soins médicaux, voyant ses maigres provisions s'évanouir comme du sable entre les doigts, un poids sur l'estomac. Carmen s'autoproclama infirmière assistante, apportant de l'eau fraîche et des linges propres, avec une dévotion si sérieuse qu'elle rappela à Mercedes la douce compétence de sa propre mère, un souvenir qui lui réchauffa la poitrine. La fillette de 7 ans semblait se mouvoir avec un instinct ancestral dans la chambre du malade, une ombre silencieuse qui ne troublait pas la paix fragile du gisant, mais toujours présente pour la soignante. Les jumeaux, Rodrigo et Ricardo, traitèrent la nouvelle réalité en forgeant des jeux complexes qui tissaient l'étranger inconscient dans leur univers enfantin. Rodrigo décréta qu'il était un prince endormi sous un sortilège que seule la bonté pourrait dissoudre, une vérité qu'il sentait au plus profond de ses os, tandis que Ricardo, avec l'obstination de son âge, insistait sur le fait qu'il était un soldat blessé, qui devait être protégé d'ennemis invisibles, une menace latente que l'air faisait vibrer. L'étonnante capacité des enfants à normaliser l'extraordinaire ne cessait de secouer Mercedes intérieurement. Les adultes se noyaient dans la paralysie de l'inquiétude, leurs esprits piégés dans la toile d'araignée des conséquences, mais les petits modelaient simplement leur réalité pour embrasser tout nouvel élément qui surgissait, trouvant un moyen à travers l'imagination et une acceptation pure de rendre gérables même les situations qui glaceraient le sang d'un adulte. Avec l'arrivée de la nuit, la fièvre de l'étranger atteignit des sommets qui auraient terrassé un homme ordinaire. Sa peau brûlait comme le métal forgé au cœur d'une forge. Chaque goutte de sueur traversait les linges que Mercedes utilisait pour le refroidir, une chaleur qui se sentait jusque dans ses propres veines. Le délire, une tempête dans son esprit, remplaça la torpeur paisible des heures précédentes, égrenant des fragments de mots et de phrases qui suggéraient une psyché, se livrant un duel à mort contre la culpabilité et la perte. « Alejandro », murmura-t-il à plusieurs reprises, le nom arraché de ses lèvres, avec une telle angoisse que Mercedes sentit l'écho de sa douleur comme une blessure ouverte dans son propre ventre. J'aurais dû le protéger, j'aurais dû être là. Qui que fût Alejandro, l'échec de cet homme à le protéger avait forgé une culpabilité qui s'accrochait, même dans les feux du délire. Mercedes reconnut dans sa complainte le tourment particulier des parents qui n'avaient pu protéger leurs enfants du mal, une peur ancestrale qui habitait les cauchemars de toute mère et modelait chaque décision protectrice, comme une marque au fer rouge dans l'âme. Pablo veilla avec elle pendant la première nuit. Le garçon de 9 ans refusant l'étreinte du sommeil,
tandis que leur hôte inattendu luttait contre les mâchoires de la mort. Observant le visage de son fils à la lumière dansante du feu, Mercedes perçut une compassion qui vibrait dans son caractère, une force inattendue, forgée malgré les adversités prématurées qui avaient sculpté sa courte vie comme le vent sur un rocher. « Il est fort », observa Pablo à voix basse, étudiant les traits fiévreux de l'étranger. Mais il ne lutte pas seulement contre les blessures, il lutte contre quelque chose à l'intérieur de lui qui fait plus mal que les coupures. La perspicacité du garçon était étonnamment mûre. Les blessures physiques pouvaient être traitées avec des herbes et des soins attentifs, mais le traumatisme émotionnel exigeait une guérison qu'aucune médecine ne pouvait offrir. Quel que soit l'abîme qui assiégeait cet étranger, ses ombres intérieures pourraient être plus létales que les coups d'épée qu'il avait presque achevés. Pendant les longues heures précédant l'aube, Mercedes sentit dans ses propres entrailles l'espoir s'allumer, une braise qu'elle croyait éteinte. Elle ne priait pas seulement pour la vie de cet homme par simple compassion, mais parce que quelque chose en lui vibrait avec la promesse d'une réponse à des prières que son cœur craignait d'articuler. Peut-être qu'en le sauvant, d'une certaine manière, ils se sauveraient tous. Le deuxième jour apporta son lot de nouveaux défis et de décisions pesant comme des rochers. La fièvre de l'inconnu brûlait sans relâche. Une fureur interne exigeant une attention constante que Mercedes pouvait à peine offrir, tout en maintenant les tâches de base qui soutenaient sa famille. Pablo, une encre inattendue, prit les choses en main avec une magnificence qui dépassait ses années, assumant des responsabilités qui incombaient aux adultes pendant que sa mère se consacrait aux soins médicaux. Leurs réserves d'herbes diminuaient de manière alarmante, tandis que Mercedes préparait des cataplasmes et des tisanes destinées à combattre l'infection et à apaiser le feu de la fièvre. Chaque plante précieuse consommée au profit de l'étranger était une ressource arrachée aux besoins de ses propres enfants. Et pourtant, l'abandonner maintenant ressemblait à une trahison au pouls de son propre être. Carmen fit le premier grand sacrifice sans qu'on le lui demande. Alors que Mercedes s'efforçait de trouver du miel pour prévenir l'infection des blessures les plus graves, sa fille de 7 ans s'approcha en silence avec la poupée de sa grand-mère, ce jouet usé qui représentait son bien le plus précieux, un sanctuaire de souvenirs. « Doña Ana Sofia nous donnera du miel pour ça », annonça Carmen, avec une résolution qui contrastait avec les larmes qui s'accumulaient dans ses yeux en parlant. « Grand-mère voudrait que nous l'aidions. » L'offre brisa l'âme de Mercedes. Elle sentit sa poitrine se serrer, une douleur lancinante. Les enfants ne devraient pas avoir à se dépouiller de leurs réconforts les plus profonds pour sauver des étrangers. Cependant, la volonté de Carmen de donner son bien le plus cher démontrait un esprit aussi vaste qu'un ciel ouvert, une valeur qui faisait que tout sacrifice pour la protéger en valait la peine. « Ma fille, non », protesta Mercedes d'une voix à peine audible, bien que le miel fût une nécessité qui criait en elle. « Ta poupée est tout ce qui te reste de grand-mère. Grand-mère est dans mon cœur », répondit Carmen avec une sagesse de 7 ans, qui faisait honte à la mesquinerie. « La poupée n'est que du tissu et des boutons. Il a plus besoin de guérir que moi de jouer. » En voyant sa fille marcher avec une détermination qui rappelait l'inertie d'un courant vers la cabane d'Anna Sofia, serrant la poupée qu'il avait consolée pendant 3 ans de deuil et de détresse, Mercedes sentit un nœud dans sa gorge, dense comme un nuage d'orage. Comment avait-elle réussi à élever des enfants aussi extraordinaires, malgré leurs circonstances? Comment l'amour et la générosité avaient-ils survécu, alors que la simple existence aurait dû exiger l'égoïsme et un instinct de prédateur? Pablo fit le sacrifice suivant plus tard dans la matinée, revenant du marché pieds nus, les plantes ensanglantées, avec un paquet d'herbes curatives qui lui avait coûté sa seule paire de chaussures. Les pieds du garçon de 9 ans montraient des coupures pour avoir marché sans protection sur les sentiers pierreux. Cependant, il présenta son achat avec une fierté qui éclipsait toute plainte. La femme aux herbes a dit que celle-ci briserait n'importe quelle fièvre, annonça-t-il en exhibant ses acquisitions comme des trophées. Elle m'en a donné plus parce que je lui ai parlé de notre patient. Mercedes s'agenouilla pour nettoyer les pieds blessés de Pablo. Son cœur se brisait devant le calme stoïque avec lequel il supportait une douleur qui n'aurait jamais dû être la sienne. 9 ans, et déjà, sacrifiant son propre confort pour les autres, montrant les instincts de bouclier qui avaient fait de son père un homme si extraordinaire. « Mon fils, tes chaussures » murmura-t-elle, la poitrine oppressée par sa générosité. « Les pieds guérissent » répondit Pablo avec une bravoure inébranlable. « Les chaussures ne sont que du cuir et du fil. C'est une personne qui a besoin d'aide. » Les jumeaux apportèrent leur contribution dans l'après-midi, présentant gravement leur portion d'atoll léger pour s'assurer que l'étranger reçoive une nutrition adéquate.
Rodrigo et Ricardo poussèrent leur bol vers Mercedes avec de petites mains qui tremblèrent de la faim qui rongeait leurs entrailles. Cependant, leur visage affichait une détermination farouche plutôt que de la réticence. « Il a besoin d'être fort », expliqua Rodrigo avec sérieux. Sa logique de 5 ans était impeccable malgré le sacrifice qu'elle exigeait. Comme papa avait besoin d'être fort quand il était malade, ajouta Ricardo en suçant son pouce, bien qu'il soit trop grand pour un tel réconfort. En voyant ses plus jeunes enfants avoir faim volontairement pour nourrir quelqu'un qu'ils n'avaient jamais connu, Mercedes sentit quelque chose se briser et se reconstruire dans sa poitrine, comme la terre après une secousse, plus solide, plus vaste. Ces petits, qui avaient déjà tant perdu, possédaient encore des cœurs si larges qu'ils partageaient leurs dernières miettes avec des étrangers qui avaient besoin d'aide. Alors que l'après-midi se consumait dans la nuit, Mercedes sacrifia sa dernière chaise aux flammes pour maintenir la chaleur nécessaire qui étreindrait la vie de l'étranger contre la fièvre. Chaque meuble qui alimentait le feu représentait un pas de plus loin de la vie normale et plus profondément dans le destin, quel qu'il soit, qui avait noué ses fils avec cet homme mystérieux. La cabane se dépouillait de sa chair, révélant ses os nus à chaque heure qui passait, mais la chaleur qui soutenait sa guérison ressemblait à une offrande à des forces qui la dépassaient. Peut-être que l'univers mettait à l'épreuve la capacité de compassion de sa famille avant de révéler si le salut était un courant atteignable. Cette nuit-là apporta les premiers moments de semi-conscience de l'étranger, bien que la fièvre restât une marée qui l'emportait, noyant sa conscience. Il murmura des mots brisés qui peignaient des images troublantes qui griffèrent l'air, des batailles, des trahisons et des pertes qui parlèrent de quelqu'un qui avait vécu des expériences qui pulvériseraient des âmes moins solides. « Marcus », murmura-t-il avec un venin qui glaça le sang de Mercedes, un frisson qui la traversa malgré la chaleur qui luttait dans la cabane. Je lui faisais confiance, idiot. J'aurais dû le voir. Qui que fût Marcus, il avait taillé son rôle dans la misère de l'étranger. La trahison, Mercedes la sentait comme un fer froid dans la moelle. Elle coupait plus profondément que les épées si elle venait de la confiance. Le nom distillait la haine, un abîme de conflit encore ouvert. Lors d'une violente crise de délire, l'étranger agrippa le poignet de Mercedes avec une force étonnante, tandis que ses yeux café dorés s'ouvraient. Pendant un instant, la conscience scintilla. Reconnaissance, gratitude et quelque chose de profond qui accéléra son pouls de manière inexplicable. Un magnétisme primaire qui tendit ses muscles. « Alejandro », murmura-t-il avec une angoisse qui résonna dans ses peurs de mère. « Pardonne-moi, je n'ai pas pu le sauver. J'ai essayé, et j'ai échoué. » La culpabilité dans sa voix était si familière que sa gorge se serra de douleur partagée. Elle avait entendu la même auto-accusation en elle-même, après la mort de son mari, le cycle sans fin de décisions qui auraient non pu changer le destin si elle avait été plus sage, plus forte ou plus résolue. « Chut !» murmura-t-elle instinctivement, les mêmes sons réconfortants qu'elle avait utilisés avec ses propres enfants pendant les cauchemars. « Tu es en sécurité, repose-toi. » Son ton sembla l'atteindre. Sa prise sur son poignet se desserra. Sa respiration se stabilisa légèrement. Pour la première fois, la rivière semblait en paix, non tourmentée, comme si sa promesse de sanctuaire lui donnait la permission d'arrêter la lutte, une reddition à sa protection. Cette nuit-là, l'épuisement obligea Mercedes à dormir malgré sa veille. Elle somnola sur la chaise, se réveillant brusquement si la respiration changeait ou si des rêves de collecteurs et d'enfants perdus envahissaient son repos avec la force d'une tempête. D'étranges visions assaillirent ses siestes. Des loups courant dans des forêts lunaires, des yeux dorés remplis de chagrin ancestral et, le plus troublant, le rire d'un enfant coupé par la violence, laissant des cicatrices permanentes sur ceux qui n'avaient pas réussi à éviter la tragédie. Elle se réveilla en larmes, et avec le sentiment inexplicable que la douleur de l'étranger s'était infiltrée dans sa propre âme. Les fantômes qui l'assiégeaient visitaient ses rêves avec une intensité qui vibrait au-delà de la compassion, insinuant un lien plus profond. Le 3e jour se leva gris et maussade, reflétant l'anxiété de Mercedes face aux ressources qui diminuaient à chaque heure consacrée à l'étranger. Il restait 5 jours avant que les collecteurs de la dette de sang n'arrivent pour emmener l'un de ses enfants. Et pourtant, elle s'était engagée à sauver quelqu'un dont la vie pourrait lui coûter son seul bouclier. Pablo se réveilla tôt pour les tâches, ses pieds ensanglantés enveloppés dans des haillons des vêtements de Mercedes. En le voyant boiter sans se plaindre, Mercedes sentit son cœur se déchirer devant sa bravoure précoce et sa loyauté envers la meute familiale, au-dessus de tout confort. Carmen sortit de la cabane transportant de l'eau pour la lessive, ses mouvements alourdis par l'absence de sa poupée bien-aimée. La fillette de 7 ans avait mal dormi sans le cadeau de sa grand-mère.
Son corps se ressentait du manque de repos, mais elle ne se plaignit jamais du sacrifice, ni ne suggéra de récupérer son trésor de la cabane d'Anna Sofia. Les jumeaux luttaient contre la faim constante, jouant en silence au lieu de réclamer la nourriture qui n'existait pas. Rodrigo élevait des structures élaborées avec des brindilles et des cailloux, tandis que Ricardo organisait leurs quelques biens avec une précision obsessionnelle. Les deux enfants affrontèrent la tension à travers des activités qui exigeaient une telle concentration que leur estomac oubliait presque le vide. Pendant que Mercedes changeait les bandages de l'étranger, elle perçut quelque chose qui défiait sa compréhension de la guérison normale. Les blessures qui auraient dû s'infecter et s'étendre montraient des signes de fermeture comme si la chair elle-même se réécrivait, une force vitale dotée d'un pouvoir surnaturel. Ou alors, le désespoir lui faisait voir des améliorations inexistantes, une ombre de doute qui lui glaçait le sang. La fièvre avait cédé pendant la nuit, le laissant faible, oui, mais ne brûlant plus de cette chaleur contre nature qui l'avait presque consumé. La conscience clignotait et s'éteignait comme la flamme d'une bougie sous le vent. De brefs éclairs de lucidité, interrompant de longues périodes de sommeil réparateur. Pendant un de ces intervalles lucides, il ouvrit ses extraordinaires yeux marrons dorés et l'étudia, son regard un courant électrique d'une intensité inconfortable sur le visage de Mercedes. « Tu m'as sauvé », dit-il à voix basse. Son ton portait un accent qui parlait d'éducation et d'autorité, malgré la fragile vulnérabilité qui l'enveloppait. « Nous l'avons tous fait », corrigea Mercedes, hochant la tête vers ses enfants qui observaient, le souffle coupé, depuis le coin le plus éloigné de la cabane. Il s'appelle Pablo, elle s'appelle Carmen, et eux sont Rodrigo et Ricardo. Quelque chose vibra sur ses traits en regardant sa famille. Douleur, une reconnaissance d'âme et une peine si profonde qu'elle résonna dans l'abîme de ses propres pertes. Lorsque son regard revint sur le visage de Mercedes, elle sentit la gratitude mêlée à quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir, une chaleur minuscule dans la poitrine. « Je m'appelle Aurelio », dit-il simplement, bien que le nom semblât porter un poids qu'il ne pouvait ou ne voulait pas expliquer complètement. Aurelio Valdris, le nom de famille frappa Mercedes comme un jet d'eau glacée, un frisson qui lui parcourut la nuque jusqu'aux entrailles. Valdris était la maison royale. Cela signifiait que cet homme était le roi lui-même, ou quelqu'un d'assez important pour porter le nom de sa lignée. L'une ou l'autre de ces possibilités était une tempête que sa situation désespérée ne pourrait supporter, un fardeau qui lui oppressait le souffle. Mais quand Aurelio regarda Pablo, son expression se transforma en quelque chose qui serra la poitrine de Mercedes d'une douleur empathique. Elle reconnut ce regard, cette faim sacrée avec laquelle les hommes qui avaient perdu des enfants observaient les enfants des autres, aspirant à une connexion avec des expériences qu'ils ne ressentiraient plus jamais. « Vous avez des enfants extraordinaires », dit Aurelio à voix basse, sa voix portant les nuances d'une perte qui suggérait une expérience douloureuse. « Ils montrent une valeur inhabituelle pour leur jeune âge. » Le compliment frappa Pablo comme un rayon de soleil après des semaines grises. Ma poitrine s'adoucit en voyant notre garçon sérieux sourire, s'imprégnant de l'approbation masculine qu'il désirait depuis la mort de son père. Qu'un homme reconnaisse son effort était pour Pablo plus qu'il ne pouvait l'exprimer. L'attention d'Aurelio se tourna vers Carmen, qui s'approcha du lit avec la franchise de ses 7 ans. « Tu te sens mieux maintenant ?» demanda-t-elle sérieusement. « Tu étais très malade et nous avions peur que tu meures comme papa. » La comparaison innocente sembla le frapper. Ses traits se tendirent avec ce que je sentis être une reconnaissance personnelle de la perte. « Votre père est mort ?» demanda-t-il doucement. « Il y a 3 ans, répondit Pablo, alors que sa sœur se taisait. La fièvre l'a emporté comme elle a failli t'emporter. Maman t'a sauvé comme elle a essayé avec papa, mais il était déjà trop malade. » Le regard d'Aurelio se détourna vers moi avec une nouvelle compréhension. L'écho de la lutte et de la perte malgré l'effort. « Je suis désolé pour votre perte, » dit-il simplement. Mais son ton portait le poids de celui qui comprenait intimement le deuil. Je sentis cette connexion inévitable, comme 2 montagnes qui ont résisté à la même tempête. Pendant le reste du 3e jour, Aurelio oscilla entre le sommeil et la veille, reprenant lentement des forces. Dans ces moments de lucidité, il observait ma famille avec une attention soignée qui suggérait qu'il mémorisait les détails de nos vies et de nos circonstances. Je me surpris à l'étudier avec la même intensité, cherchant des indices sur son identité et les forces qu'il avait amenées à notre porte. La noblesse était évidente dans son maintien, même alité, mais aussi cette lassitude qui colle à ceux qui portent le bien-être d'autrui comme une responsabilité. Cet après-midi-là apporta le son qui changea tout.
D'énormes pattes sur le sentier de la cabane se déplaçaient avec une détermination qui envoya des signaux protecteurs et prédateurs dans l'air nocturne. Mes instincts maternels crièrent au danger, une vibration brute dans mon ventre, mais un courant souterrain plus profond reconnaissait qu'il n'abritait aucune malveillance envers ma famille. 2 énormes loups apparurent à notre entrée. Leurs silhouettes bloquaient la lune, scrutant la cabane avec une intelligence qui semblait plus humaine. Ma gorge se serra de peur instinctive, un nœud froid, mais quelque chose de plus profond dans mon sang insistait sur le fait qu'il représentait une protection, pas une menace. Le plus grand loup, au pelage noir comme la nuit de minuit, scruta l'intérieur avec des yeux dorés, jusqu'à trouver Aurelio. Le son qu'il émit fut sans équivoque, un gémissement de douleur et de soulagement, la vocalisation de celui qui trouve un être cher de sa meute qu'il craignait avoir perdu pour toujours. À ses côtés, une créature au pelage gris resplendissait d'argent à la lumière du feu, ses mouvements gracieux comme l'eau qui coule. Tous deux s'approchèrent du lit avec des pas prudents, parlant d'une intelligence et d'une retenue émotionnelle, au-delà du simple instinct. « Ombre », murmura Aurelio, sa voix à peine audible, mais chargée d'un soulagement infini. « Tempête ». Les noms semblèrent déclencher quelque chose de profond chez les 2 loups. Ils s'approchèrent du lit, leurs formes énormes tremblant d'émotions qui transcendèrent le comportement animal. En assistant à ces retrouvailles, Mercedes sentit une certitude biologique, une reconnaissance viscérale de lien qui allèrent bien au-delà de la simple compagnie. Pablo, avec la sagesse instinctive de l'enfance, les classa immédiatement comme des amis plutôt que des menaces. Il n'y avait pas le moindre soupçon de peur dans sa petite poitrine. « Ils le connaissent », souffla-t-il, sa voix enfantine débordant d'émerveillement. Le loup noir, Ombre, tourna ses yeux intelligents vers Mercedes et elle sentit une décharge, un magnétisme primaire qui lui traversa le ventre, sautant par-dessus toute logique. Cet être comprenait la perte, l'abîme du deuil et le besoin viscéral de protéger sa meute. La connexion fut si immédiate et écrasante que les larmes qu'elle avait contenues pendant des jours se déversèrent enfin sur ses joues comme un fleuve en crue. Carmen s'approcha du loup gris avec une compassion si courageuse que le cœur de Mercedes s'arrêta dans sa poitrine. Au lieu d'agression, Tempête se coucha sur le sol pour que la petite puisse atteindre son énorme tête, émettant un murmure qui ne pouvait être décrit que comme un ronronnement profond, une vibration qui résonna dans l'air. « Ils sont tristes pour quelqu'un », annonça Carmen avec la certitude de ses 7 ans. « Comme nous sommes tristes pour papa, mais maintenant ils sont heureux parce qu'ils l'ont trouvé. » La comparaison frappa Mercedes comme un éclair qui lui calcina les entrailles. Ces loups avaient cherché Aurelio avec la même détermination désespérée qu'elle utilisait pour maintenir sa famille unie. La reconnaissance alluma une empathie instantanée, une étincelle qui ignora les barrières de l'espèce. Les jumeaux oublièrent leur timidité habituelle, tandis qu'ils jacassaient avec enthousiasme à propos de leur nouveau « oncle loup », leur prudence antérieure se dissipant comme la brume matinale au soleil. Rodrigo tira l'oreille de Tempête tandis que Ricardo tentait de grimper sur son large dos. Les 2 enfants riant d'une joie que Mercedes n'avait pas sentie résonner dans sa poitrine depuis des mois. « Ils peuvent rester ?» demanda Ricardo, sa petite voix portant un espoir qui était absent depuis que son monde avait implosé il y a 3 ans, laissant un vide glacial à l'intérieur de lui. En observant ses plus jeunes enfants interagir avec ces magnifiques créatures sans une once de peur, Mercedes sentit quelque chose bouger dans les profondeurs de son être, une réécriture silencieuse de sa réalité. Quelle que fût l'identité d'Aurelio, ces loups avaient réclamé sa famille comme digne de protection, forgeant des liens qui pourraient transcender les complications politiques qui lui opprimaient tant la poitrine. Cette nuit-là transforma complètement l'atmosphère de leur humble cabane. Les loups se positionnèrent comme des sentinelles, Ombre près de la porte, tandis que Tempête restait à côté du lit d'Aurelio, leur présence remplissant l'espace d'une sécurité qui vibra dans les os de Mercedes, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis le dernier souffle de son mari. Pablo se permit enfin d'être à nouveau un enfant de 9 ans, jouant avec Tempête. Le loup massif, avec un instinct ancestral, mesurait la rudesse du jeu pour qu'il soit sûr pour un corps d'enfant fragile. En voyant son fils rire sans le poids d'une responsabilité prématurée, Mercedes sentit un torrent de soulagement qui lui inonda l'âme, des larmes pour une guérison qu'elle avait redoutée impossible vibrant dans ses veines. Carmen trouva le réconfort que sa peau désirait depuis la perte de son père. Elle dormit blottie contre le flanc chaud d'Ombre. Le battement constant du cœur de la créature lui procurait une sécurité viscérale qu'aucun gardien humain ne pourrait égaler. L'acceptation patiente du loup envers son affection suggérait une expérience avec les enfants qui transcendait l'animal. Le plus étonnant, la présence des loups
semblait accélérer la guérison d'Aurelio, défiant toute logique médicale. Sa force revint avec une vitesse surnaturelle. La conscience devint plus fréquente et durable à chaque fois, comme une marée montante. Pendant une de ces périodes de lucidité, Aurelio observa les enfants interagir avec ses compagnons. Son expression muta entre l'étonnement pur, une ombre de deuil et un espoir qui palpitait sur son visage. « Ils ont accepté ta famille », dit-il à voix basse, sa voix portant l'écho d'un profond étonnement. « Ils semblent comprendre la perte », répondit Mercedes en étudiant la scène remarquable. Ses enfants traumatisés riant, tandis que des prédateurs massifs surveillaient leur jeu, comme s'ils avaient à pleurer quelqu'un qu'ils n'avaient pas pu protéger. Un frisson lui parcourut le dos. Les traits d'Aurelio se tendirent d'une douleur qui confirma son pressentiment. « Mon fils », dit-il simplement, chaque mot portant un poids qui parlait de culpabilité et de repentir qui avait marqué des années de sa vie. Alejandro est mort il y a 8 ans en essayant de protéger des villageois contre des bandits. Il avait son âge quand la violence lui a arraché l'avenir. La confession expliqua tant de choses. Son délire tourmenté, le deuil palpable des loups, et la façon dont il regardait les enfants avec une attention affamée qui parlait d'un amour paternel sans cause. Perdre un enfant créait des cicatrices qui ne guérissaient jamais, mais enseignait aussi l'appréciation du privilège de protéger les petits des autres. « Je suis désolée », dit simplement Mercedes, reconnaissant qu'aucun mot ne pouvait aborder un deuil d'une telle ampleur. « Ombre et tempête l'aimaient comme leur propre petit », continua Aurelio, sa voix prenant de la force alors qu'il parlait de souvenirs qui lui causaient encore de la douleur. Ils sont perdus depuis sa mort, cherchant un but dans un monde qui semblait vide sans son rire. En observant les loups interagir avec Pablo, Carmen, Rodrigo et Ricardo, Mercedes vit la guérison se produire en temps réel. Ces créatures avaient trouvé de nouveaux petits à protéger et à aimer, tandis que ces enfants découvraient des gardiens qui comprenaient leurs profonds besoins de sécurité après avoir perdu leur père. Le 4e jour apporta la première tentative d'Aurelio de s'asseoir, sa force revenant à une vitesse presque surnaturelle. La conscience était maintenant constante plutôt qu'intermittente, bien que la faiblesse limitât encore considérablement ses mouvements. Mercedes se surprit à l'étudier avec une intensité renouvelée, alors que la conscience revenait, cherchant des traces de sa véritable identité et des circonstances qui l'avaient amené à sa porte. La noblesse était patente dans son maintien, même convalescent de la quasi-mort, mais aussi une lassitude qui provenait de porter l'autorité comme un fardeau, non comme un don. « Tu as tout risqué pour me sauver », observa Aurelio, ses yeux d'ambre et de miel scrutant son visage avec une pénétration inconfortable. « Pourquoi ?» La question obligea Mercedes à plonger dans des motivations à peine reconnues. « Parce que c'était la bonne chose à faire », dit-elle enfin. « Parce que mon mari aurait fait la même chose. Et parce qu'enseigner à mes enfants qu'aider les autres importe plus que ce que cela coûte, vaut bien n'importe quel prix. » Aurelio hocha lentement la tête, son expression un écho de la bravoure morale de tels choix. Et maintenant, avec seulement 4 jours avant que les collecteurs de la dette n'arrivent, le rappel frappa Mercedes comme une avalanche glacée. Dans son empressement à sauver Aurelio, elle avait temporairement oublié le délai qui pesait encore sur l'avenir de sa lignée. 4 jours pour trouver 18 pièces d'argent ou perdre un enfant au service royal. Une condamnation aussi cruelle que l'esclavage. « Nous nous en sortirons d'une manière ou d'une autre », dit-elle, bien que les mots sonnassent creux. « Nous le faisons toujours. » L'expression d'Aurelio se durcit en traitant l'information de Pablo sur leur sort désespéré. Quand il reprit la parole, sa voix possédait une autorité qui provenait de veines plus profondes que la simple récupération de la maladie. « Parle-moi de cette dette, » dit-il, un ordre doux, inéluctable. Mercedes se retrouva à décrire sa situation avec un détail qu'elle n'avait jamais révélé à personne. La maladie dévastatrice qui lui avait arraché son mari, les coûts médicaux qui avaient dévoré leurs économies, l'intérêt composé qui avait transformé une dette gérable en une charge insurmontable. À chaque détail, le visage d'Aurelio s'assombrissait, bien que sa colère ne fût pas pour elle. Quand elle eut fini d'expliquer le système de la dette de sang qui permettait aux créanciers de réclamer des enfants comme garantie, ses traits montraient une fureur contenue, celle de quelqu'un qui redresse les torts par une action directe. « Cette pratique existe-t-elle dans tous les domaines du Nord ?» s'enquit-il, sa voix un présage de tempête hivernale. « Partout », confirma-t-elle avec une profonde tristesse. « Les familles qui ne paient pas d'impôts perdent leurs enfants au service royal. Ils disent que cela enseigne la responsabilité et fournit de la main-d'œuvre, mais les enfants pris ne retournent jamais dans leur famille. » La réponse d'Aurelio fut un silence si dense qu'il griffait l'air. Quand il parla enfin,
Sa voix portait l'autorité tranquille de celui qui n'a jamais accepté l'injustice comme un destin. Cela change aujourd'hui. La simple déclaration d'Aurelio, chargée d'une telle conviction, pénétra profondément Mercedes, la faisant le croire, même si la logique criait que les hommes ne pouvaient pas réécrire les systèmes légaux par décret. Mais Aurelio possédait l'aplomb de celui qui plie la réalité à sa volonté, sans accepter les circonstances immuables. Le reste du 4e jour, la force d'Aurelio revint à une vitesse qui coupa le souffle à Mercedes. Au crépuscule, il pouvait s'asseoir seul et consommer des aliments simples, reconstruisant le poids perdu dans son calvaire. Plus important encore, l'interaction avec ses enfants semblait guérir des blessures psychiques qui suppuraient depuis la mort de son propre fils. En voyant Pablo s'exercer à des formes avec un bâton, Aurelio offrit des conseils d'entraînement militaire et son visage montra une fierté paternelle pour l'habileté naturelle du garçon. Carmen se nomma l'animatrice d'Aurelio, lui montrant des dessins et chantant des chansons de sa grand-mère. L'affection innocente de la fillette de 7 ans atteignit des recoins gelés de son cœur depuis la mort d'Alejandro, suscitant des sourires qui transformèrent son visage, tel le soleil faisant fondre la glace. Les jumeaux traitèrent Aurelio comme le père perdu, grimpant sur ses genoux malgré ses protestations concernant des blessures encore ouvertes. Le bavardage de Rodrigo et Ricardo remplit les vides, et leur affection évidente forgea des liens qui transcendèrent la semaine de leur rencontre. Cette nuit-là eut lieu la première véritable conversation entre adultes, non plus entre patients et soignantes. Assise près du feu pendant que ses enfants dormaient, Mercedes parla à Aurelio de rêves qu'elle avait ancrés dans l'abîme, abandonnés lorsque la survie était devenue sa seule priorité. « Avant la maladie de mon mari, dit-elle à voix basse, nous prévoyions d'acheter des terres près de la citadelle dorée pour les écoles des enfants. Pablo montre une étincelle d'apprentissage qui ne doit pas languir dans ce coin oublié. » Aurelio écouta avec une attention qui suggérait qu'il comprenait le nœud des espoirs différés. « Et maintenant » demanda-t-il doucement. « Maintenant, nous prions pour que les collecteurs de la dette de sang ne nous l'arrachent pas, » répliqua Mercedes avec honnêteté. « Les rêves sont un luxe quand maintenir sa famille à flot exige chaque goutte de sa force. » La réponse d'Aurelio fut un silence pensif qui s'étendit, suggérant qu'il envisageait des possibilités qu'elle n'imaginait pas. Quand il reprit la parole, sa voix portait une promesse qui semblait plus solide que l'espoir. « Et si je te disais que ces rêves pourraient encore devenir réalité ?» dit-il avec prudence. « Et si les luttes de ta famille étaient sur le point de se terminer de manière inattendue ?» La suggestion activa chaque instinct protecteur de Mercedes. Les promesses d'étrangers, surtout de nobles, venaient généralement avec des prix impayables pour les familles ordinaires. « Rien de bon n'est gratuit, » dit-elle avec prudence. Quel serait le prix d'un tel salut ? Le sourire d'Aurelio était aimable, mais n'atteignait pas tout à fait ses yeux. La confiance, dit-il simplement, et la volonté de croire que parfois l'univers nous envoie exactement ce dont nous avons besoin quand nous le désirons le plus. Avant que mes lèvres ne puissent articuler la moindre réponse, des bruits extérieurs à notre cabane firent irruption dans le silence, annonçant un danger imminent qui fit se dresser les 2 loups instantanément en position d'alerte rouge. Le martèlement des sabots, un rythme martial et précis, coupait la nuit. Ce n'était pas celui d'un voyageur occasionnel, mais celui d'une affaire officielle urgente. La transformation d'Aurelio fut instantanée et me secoua jusqu'à la moelle. La faiblesse se détacha de lui comme une vieille peau, et il se dressa avec une grâce fluide qui révélait une force bien supérieure à celle qu'un mourant rétabli devrait posséder. Marcus Cicéo, le nom chargé d'un venin qui rendait l'air lui-même vénéneux dans mes poumons. Par notre fenêtre, je pouvais voir les silhouettes des cavaliers s'approcher avec la confiance arrogante de prédateurs qui acculent une proie sans défense. 6 hommes, vêtus de sombre, se déplaçaient avec une coordination professionnelle qui criait l'expérience dans ce type de travail. « Mène les enfants dans la pièce du fond », ordonna Aurelio. Sa voix, une encre d'autorité, fit que l'obéissance sembla un courant naturel dans mes veines, pas une imposition. Mais ne cours pas. Courir réveille l'instinct de chasse et ces hommes sont des chasseurs. Je guidai Pablo, Carmen, Rodrigo et Ricardo vers l'arrière de la cabane, tandis que mon cœur battait contre mes côtes comme un tambour de guerre. Toutes mes alarmes maternelles criaient en moi, mais une certitude plus profonde me murmura que la seule sécurité résidait dans le fait de rester près d'Aurelio, confiante en sa capacité à gérer ce qui approchait. Le cavalier principal descendit de cheval avec une fioriture théâtrale plus conçue pour intimider que pour atteindre un but pratique. À travers les murs, je sentis sa satisfaction prédatrice, une onde qui me fit hérisser les poils de la nuque, la certitude d'avoir trouvé ce qu'il cherchait. « Aurelio Valdris !» cria l'homme, sa voix chargée de moquerie, et un frisson me parcourut la peau. « Nous savons que tu es là. Sors
et affronte le jugement pour tes crimes contre la couronne. » L'accusation était une absurdité qui me fit sentir le sang se glacer. Si Aurelio était réellement de sang noble, ces hommes étaient fous ou agissaient sous des ordres qui transcendaient toute autorité. Mais leur aplomb suggérait qu'ils croyaient avoir une justification légale pour ce qu'ils tramaient. « Quel crime, Marcus !» répondit Aurelio, sa voix maintenant un puits de calme dangereux, l'attention d'un prédateur choisissant le moment juste pour frapper. « Trahison, sédition et conspiration contre le dirigeant légitime des domaines du Nord », répliqua Marcus avec une satisfaction qui sonnait répétée. « Rends-toi maintenant et ta mort sera rapide, pas prolongée. » Un jet d'eau glacée inonda mes veines. Ce n'étaient pas des soldats légaux, mais des assassins déguisés en gardes royaux. Et le calme d'Aurelio me fit savoir que cette confrontation était quelque chose qu'il avait attendu, qu'il l'avait senti venir. Les forces politiques, qui avaient amené la violence à notre porte désespérée, avaient piégé ma famille dans des conflits bien au-delà de notre compréhension, comme une marée incontrôlable qui entraînait tout sur son passage. Aurelio se dirigea vers la porte, avec une intention que je sentis clouée dans ma poitrine, mais il s'arrêta en me regardant. Ses yeux, un courant d'excuses et de promesses absolues qui me parcourut tout entière. « Quoi qu'il arrive, reste avec Ombre et Tempête. Ils protégeront ta famille avec leur vie et la mienne, si nécessaire, » dit sa voix, un bas tonnerre qui vibra dans mes os. Quand Aurelio franchit le seuil, l'air dans la cabane devint dense, suffocant, comme une fumée verte qui me coupa la respiration. Mes yeux se fixèrent sur la fenêtre, voyant la confrontation se préparer entre des forces que je sentis millénaires, un choc de plaques tectoniques. Marcus se tenait, encerclé par 5 mercenaires à cheval, un piège que je sentis se refermer sur mes propres tempes. Mais son avantage s'évanouissait devant le calme surnaturel d'Aurelio, une quiétude qui vibrait d'un pouvoir latent, et les 2 loups, Ombre et Tempête, le flanquant comme des armes vivantes, une extension de sa volonté. « Tu as vraiment cru que te cacher parmi des paysans te sauverait de la justice ?» siffla Marcus, sa nervosité vibrant à la base de mon crâne. « Tu as cru que ta malédiction te protégerait pour toujours ?» La réponse d'Aurelio fut inaudible, mais la tension dans son corps irradiait une violence contenue, une tempête calme, et mon cerveau primitif le classa comme le plus mortel présent, malgré le désavantage numérique. Les domaines du Nord méritent un meilleur leadership que celui d'un roi qui disparaît des jours chaque mois, continua Marcus, sa voix montant pour masquer une hésitation que je sentis sur ma peau. Rends-toi maintenant, et l'histoire se souviendra de toi comme de quelqu'un qui a accepté la responsabilité de ses échecs. Ces mots allumèrent une étincelle de confirmation dans ma poitrine, un courant électrique qui parcourut chaque nerf. Aurelio n'était pas seulement de sang noble, il était le roi des domaines du Nord. Mon cœur martelait, un tremblement de terre interne. J'avais hébergé le souverain lui-même dans mon humble cabane, se remettant de tentatives d'assassinat de ses propres conseillers. La trahison ressemblait à une lame glacée sur la nuque. Ce qui se passa ensuite brisa ma compréhension de toute limite humaine. Aurelio se déplaça avec une vitesse qui semblait plier le temps, comblant la distance avec Marcus avant que l'homme ne puisse dégainer. Le plus choquant fut la façon dont Ombre et Tempête se fondirent dans le combat. Leur corps, une extension fluide du sien, luttant comme des compagnons prédestinés. La bataille fut brève et brutale, une marée indomptable qui rasa tout, complètement inégale, malgré le désavantage. Les compétences d'Aurelio, propulsées par une force surnaturelle revenue avec sa récupération, se révélèrent écrasantes, une avalanche contre ceux qui attendaient un invalide. Observant depuis la fenêtre, mon esprit tenta de traiter la coordination entre l'homme et les loups, une danse brutale qui parlait d'une conscience partagée. Ils anticipaient chaque mouvement, avec une précision qui suggérait un lien mental, une connexion qui transcendait toute société normale. Quand le tourbillon de la bataille s'apaisa, 3 attaquants gisaient inconscients comme des poupées cassées, tandis que 2 fuyaient à cheval vers des horizons lointains. Marcus restait immobile dans la cour avec Aurelio debout au-dessus de lui, haletant, mais sa victoire vibrait dans l'air dense et chargé. Aurelio retourna à la cabane avec prudence. Ses blessures protestaient, mais son expression dénotait une sombre satisfaction. Pas de la douleur. « C'est fait », annonça-t-il aux enfants qui avaient vu la confrontation avec des yeux écarquillés. « Vous êtes en sécurité. Mais les collecteurs de la dette de sang, » commença Mercedes, son esprit toujours sur la menace de 3 jours. Le sourire d'Aurelio était un fil tranchant. Plus aucun collecteur ne menacera de famille. La dette de sang est abolie dans les domaines du Nord avec effet immédiat. La déclaration fut émise avec une telle autorité que Mercedes la crut, bien que sa logique niât qu'un homme puisse réécrire les lois. Aurelio se déplaçait avec confiance, habitué à modeler la réalité à sa volonté. De plus, continua Aurelio,
son ton plus doux en voyant les enfants. Pablo, Carmen, Rodrigo et Ricardo sont sous ma protection personnelle, adoptés dans la maison royale. Quiconque les menace la couronne elle-même. La proclamation frappa Mercedes comme un éclair, car elle en reconnut les significations profondes. Ce n'était pas seulement une protection politique, c'était un engagement personnel né des liens tissés avec sa famille pendant sa convalescence. Pablo se redressa avec une fierté visible d'être reconnu digne d'adoption, tandis que Carmen applaudissait avec délice d'avoir trouvé un père. Les jumeaux s'intéressèrent plus au fait qu'Ombre et Tempête resteraient qu'à leur noblesse soudaine. « Ah, et toi ?» dit Aurelio en se tournant vers Mercedes avec une expression qui fit accélérer son pouls, une reconnaissance de force au-delà de la gratitude. « Tu mérites un partenaire, pas une lutte. Si tu acceptes, je t'offre protection et autorité partagée dans les domaines du Nord. » La proposition transcendait ce que Mercedes aurait pu imaginer, même dans ses rêves les plus désespérés. De veuve à reine potentielle, une transformation si complète qu'elle semblait un conte, pas la réalité. Mais en regardant dans les yeux d'Aurelio, d'Ambre Dorée, Mercedes vit quelque chose au-delà de la convenance politique ou de l'obligation. Il se souciait de ses enfants, avait forgé un lien avec eux et lui offrait d'être plus qu'une survivante accrochée à l'abîme. « Les enfants d'abord », dit-elle avec prudence, car leur bien-être serait toujours sa préoccupation primordiale, quels que soient les sentiments. « Toujours », promit Aurelio avec une conviction qui portait le poids de vœux sacrés, une résonance qui pénétra profondément l'instinct de Mercedes. Ils auront tout pour prospérer, éducation, sécurité et, le plus important, la certitude qu'ils n'affronteront jamais la séparation ou l'abandon. Ombre et Tempête les ont réclamés comme membres de leur meute, créant des liens qui transcendent la loi humaine. En voyant ces enfants traumatisés interagir avec les imposants hommes-loups, qui s'étaient autoproclamés gardiens, Mercedes sentit la guérison se tisser en temps réel. Ces créatures comprenaient la perte et la protection, avec une sagesse qui unissait leurs espèces. Pablo, avec la franchise qui avait guidé sa famille pendant 3 ans de difficultés, dissipa son dilemme avec une perspicacité certaine. « Maman, il nous a sauvés quand nous l'avons sauvé. Ça fait de nous une famille, n'est-ce pas ?» La logique était irréfutable. Ils s'étaient réclamés mutuellement par des actions, non par des mots, forgeant des liens de sacrifice mutuels plus forts que ceux du sang ou des documents légaux. « Oui », dit Mercedes, surprise par une certitude qui émergea de profondeur qu'elle ne connaissait pas. Une vibration interne s'étendit. « J'accepte. » Ces mots libérèrent des forces qui se préparaient depuis qu'Aurelio avait ouvert les yeux dans sa cabane. Pas seulement une connexion romantique, bien que l'attraction fût une électricité indéniable, mais la reconnaissance profonde de 2 âmes qui avaient trouvé leur complément parfait après des années de lutte solitaire. La transformation se produisit avec une rapidité qui laissa Mercedes sans souffle, comme si l'air lui était arraché. En quelques jours, elle se retrouva au château des Domaines du Nord, aidant à établir des politiques pour éviter que d'autres familles ne subissent le désespoir qui avait presque détruit la sienne. Pablo prospéra sous la tutelle d'Aurelio, apprenant non seulement les compétences de combat et le protocole royal, mais aussi des leçons plus profondes sur le leadership par le service, non par la domination. En voyant son fils s'entraîner dans les cours du château, Mercedes entrevoyait souvent l'homme qu'il serait, fort et protecteur, mais tempéré par la compassion. Carmen découvrit des talents de guérison qui allaient au-delà de l'empathie enfantine, voyageant avec Ombre dans des villages reculés, où sa nature douce apportait du réconfort aux enfants ayant des traumatismes similaires aux siens. Le lien entre la fille et le loup devint si fort qu'ils semblaient communiquer sans avoir besoin de mots. Rodrigo et Ricardo, libérés du silence qui les avait tenus depuis la mort de leur père, se développèrent comme des compagnons inséparables qui patrouillaient les frontières du royaume avec Tempête, s'assurant qu'aucune famille n'affronterait à nouveau les menaces qui avaient autrefois mis la leur en danger. Ombre et Tempête, ayant trouvé de nouveaux petits à protéger et à aimer, connurent une guérison de leur douleur pour la perte d'Alejandro. Les loups servaient maintenant non seulement de compagnons royaux, mais aussi de symboles de l'engagement du royaume à protéger ses citoyens vulnérables. Mercedes dévoila des compétences qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Son empathie naturelle et son expérience la rendirent essentielle pour sentir les besoins des familles. Ses politiques révolutionnèrent dans la fiscalité, l'allègement des dettes et le bien-être de l'enfance dans tout le royaume. Le mariage fut célébré 8 lunes après avoir trouvé un étranger saignant dans la rivière Serpentine, attesté par des représentants des Domaines du Nord. Mais pour Mercedes, la véritable cérémonie résonna dans sa cabane, quand Aurelio réclama ses enfants comme siens, avec la force d'une reconnaissance d'âme. Des années plus tard,
Mercedes, aux fenêtres de la citadelle dorée, observait sa famille jouer. Pablo enseignait des techniques d'épée à des enfants. Carmen soignait des genoux avec la patience d'une guérisseuse. Les jumeaux couraient avec de jeunes loups, leur rire rebondissant sur les murs de pierre. Aurelio la rejoignit à la fenêtre, l'ancrant avec l'affection de celui qui a trouvé un foyer après des siècles de recherche. Sa présence déchaînait encore une reconnaissance primitive qui les unissait, tempérée par la profonde satisfaction d'un but accompli. « Des regrets » demanda-t-il, sa voix connaissant la réponse. Ses yeux dorés suivaient les mouvements de leurs enfants avec une vigilance protectrice qui ne diminuait jamais, une alerte rouge teintée de paix. Mercedes se pencha dans sa chaleur, des arômes familiers de lieux sauvages et de forces protectrices, son port d'attache. « Seulement que nous ayons mis si longtemps à nous trouver, » répondit-elle en voyant Ombre émerger des jardins avec Carmen sur son dos, telle une petite reine. Leur amour, né du désespoir, s'épanouit en une société qui transforma leur vie et le royaume. Ce qui commença comme le choix impossible d'une veuve de sauver un étranger, prouva que l'amour se multiplie lorsqu'il est partagé avec générosité. Les domaines du Nord prospérèrent sous leur gouvernement. Il fut reconnu comme un sanctuaire où les familles étaient sacrées, les enfants chéris, et les puissants servaient les démunis, ne les exploitant pas. Leur héritage perdurerait des générations, témoignage que le salut arrive parfois déguisé en fardeau. La mémoire d'Alejandro, qui avait autrefois tourmenté Aurelio de culpabilité et de regret, inspirait maintenant à protéger d'autres enfants qui avaient besoin de champions. L'esprit du prince vivait dans chaque politique qui protégeait les familles vulnérables, chaque loi qui priorisait le bien-être de l'enfance. Alors que le soir tombait et que ses enfants rentraient à contre-cœur, Mercedes sentit une profonde satisfaction vibrer dans ses os. Chaque décision avait conduit à ce moment. La cabane d'origine dans les terres de l'oubli, un monument, le foyer, c'est protéger ce qui compte le plus. Merci d'être témoin de cette légende. L'amour domptant la panique, le courage d'une veuve sauvant le roi, et l'âme du royaume. Qu'auriez-vous fait à la place de Mercedes? Tout risquer pour un étranger, ou vous accrocher au peu qu'il vous restait? Le monde des rois Lahan a d'autres récits de force et de passion, chacun prouvant que la magie, c'est de ne pas laisser mourir l'espoir quand l'abîme dévore tout. Non.